Bien, nous entamons le débat numéro 6. Performance du système sanitaire. Les données des industriels sont-elles un plus? Point d'interrogation. Avec Alexandre Conroy, Patrick Errard, Françoise Grossetête, Dominique Martin. Le débat sera modéré par Yves Juillet. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons donc parler des données industrielles et de savoir si ces données industrielles apportent quelque chose et quelles sont les conditions où elles pourraient apporter le plus. Alors pour cela, nous avons autour de la table Françoise Grossetête, que tout le monde connaît, député européen, Alexandre Conroy, qui est président Europe de Becton Dickinson, Patrick Errard, président de l'EM, et Dominique Martin, directeur général de l'ANSM. Alors, je vous propose d'avancer sur ce sujet de la manière suivante. D'abord, de mieux comprendre ce que veut dire, à partir d'exemples, ce que sont ces données industrielles, et puis de voir quelles sont les attentes des pouvoirs publics sur ce sujet, de voir les difficultés qui sont posées, également, bien sûr, dans un cadre qui est réglementaire, mais aussi qui est dans un cadre politique, je dirais, avec des spécificités européennes et à l'intérieur des spécificités européennes, des spécificités françaises. Alors, je vous propose de commencer par un ou deux exemples et je vais donner la parole à Alexandre Conroy qui va nous faire part de son expérience. Alors, bien évidemment, les données des industriels sont un plus, à mon avis, extrêmement important qu'il faut utiliser de la meilleure façon possible pour le système de santé. Je donnerai deux exemples qui nous viennent, pour le premier des États-Unis, qui consiste en un programme de surveillance que nous commercialisons auprès des hôpitaux, 354 pour être précis aux États-Unis, et qui consiste à aider les hôpitaux à surveiller les infections nosocomiales, à surveiller également un certain nombre de problèmes liés aux interactions médicamenteuses. Et évidemment, ils utilisent ça dans leur pratique au niveau clinique de façon quotidienne. Il faut préciser d'ailleurs qu'aux États-Unis, les infections nosocomiales sont un indicateur de santé qui contribue au financement ou au mauvais financement des hôpitaux. Ce qui est intéressant, c'est que nous fournissons ces données de façon d'ailleurs gratuite dans certains États à des assureurs comme Blue Cross Blue Shield, qui sont des assureurs de patients et qui utilisent ces données pour leurs discussions avec les hôpitaux. Un autre élément intéressant, je pense, en termes de santé publique, c'est que nous avons passé un accord qui a été signé à la Maison-Blanche avec le CDC pour fournir ces données de surveillance, donc en temps réel, sur les organismes multirésistants, sur l'utilisation des antibiotiques ou la mauvaise utilisation des antibiotiques, et qui permet de suivre cette évolution. Alors, est-ce que nous commercialisons ces produits en Europe? Non, et pour des raisons tout à fait techniques, mais aussi liées à la régulation, qui est d'ailleurs, à mon avis, justifiée. Et donc, nous faisons des efforts aujourd'hui pour être capables d'héberger ces données conformément aux règlements existants. Je prendrai peut-être un deuxième exemple, si vous me le permettez, où je pourrais revenir dessus après, qui consiste à, aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies connectées qui permettent d'améliorer la sécurité du médicament. Là, je me place dans un contexte vraiment hospitalier pour lier l'identification du patient à la bibliothèque des médicaments, au rythme d'administration du médicament par une pompe, en assurant les 5 B. Et la raison pour laquelle on commercialise moins ces produits aujourd'hui est liée à l'état des systèmes d'information dans les différents pays européens. Ce n'est pas du tout seulement un problème français, mais par rapport à ce qu'on a connu, ce qu'on a entendu tout à l'heure chez Kaiser, que ce soit le dossier médical ou d'autres systèmes d'information, on accuse un retard qui est assez important. Et donc c'est un retard technique dans le cas particulier. C'est un retard d'investissement. D'accord. Bon, alors on reviendra sur ces points ultérieurement. Je vais donner la parole à Dominique Martin. Dominique Martin, en définitive, vous avez beaucoup de données parce que vous les réclamez. Mais en pratique, est-ce qu'il y a des données que vous n'avez pas et que vous souhaiteriez avoir, et quelles seraient les conditions dans lesquelles vous pourriez, à votre avis, récupérer ces données?
Oui, nous avons effectivement beaucoup de données puisque ce sont des obligations qui ont pour origine des textes à la fois européens et nationaux. Donc ces données sont transmises par les industriels, que ce soit d'ailleurs les industriels du médicament ou ceux des dispositifs médicaux. Alors, on a des données quantitativement, du point de vue quantitatif, il n'y a pas de difficulté particulière. On a plutôt des problèmes de nature qualitative, en tout cas dans le domaine du médicament. La qualité des données n'est pas toujours au rendez-vous. Ça n'est pas simple, hein, je le conçois, mais n'est pas toujours au rendez-vous. Il s'agit de données qu'on doit pouvoir utiliser pour prendre des décisions. C'est toute la problématique, et bien entendu, et la finalité de ces données. La finalité, comment on peut les utiliser. Elles sont volumineuse, vous l'avez dit, mais par contre, on a des difficultés sur des problèmes de précision, des problèmes de volume à traiter, comment on peut mettre en place des systèmes automatiques pour repérer des signaux et comment, à partir de ces signaux, on peut prendre des décisions dans le domaine de la surveillance. Donc c'est principalement là qu'est la difficulté, c'est plutôt la question de la qualité des données. Dans le domaine des dispositifs médicaux, on est encore plus loin parce que là, on a, avant que le nouveau règlement européen mette plus de contraintes sur l'environnement de l'industrie des dispositifs médicaux, on a un vrai problème d'accès aux données, de manière globale. Et ça, ce sont les données que vous avez en définitive, ce que vous venez d'évoquer, difficultés éventuelles d'évaluation. Mais y a-t-il des données que vous n'avez pas et que vous souhaiteriez avoir et pourquoi vous ne les avez pas ou pourquoi vous souhaiteriez les avoir? Par ailleurs, oui, il y a des données qu'on n'a pas ou pas suffisamment, clairement sur deux secteurs principaux. Le premier, c'est sur la prévention des ruptures de stock. C'est un point important. C'est pas qu'on n'ait pas les données à un moment donné, mais on les a souvent trop tard. Il est évidemment important de pouvoir prévenir les ruptures de stock le plus en amont possible, de façon à ne pas être dans des situations de traitement in extremis, de remplacement des produits. C'est un point crucial et en très forte augmentation ces dernières années. Et puis des données extrêmement importantes pour nous dans le domaine de la surveillance, et je dirais particulièrement importantes en France, c'est tout ce qui touche au mésusage. C'est une vraie difficulté. On est en discussion d'ailleurs avec les industriels dans le domaine de la santé. On a des informations, on commence à avoir des informations sur des problèmes de hors AMM, mais le mésusage, ça dépasse largement le hors AMM. Ça concerne également la pratique générale, comment on utilise les produits, pas simplement hors AMM, mais aussi en termes de durée d'utilisation, de dose, etc. Et sur ces aspects-là, qui concernent à la fois le prescripteur et l'utilisateur, on manque cruellement de données. D'un point de vue qualitatif, on manque de données, on manque d'informations précises et on manque de programmes d'action qui relèvent de la responsabilité collective, qui inclut les industriels, mais également, bien entendu, les autorités publiques. Alors Patrick Erard, deux exemples viennent d'être donnés, de données qui pourraient être utiles au pouvoir public. Comment te situes-tu, comment le LEM se situe-t-il dans cette problématique? Peut-être juste avant de répondre à cette question qui est très importante, dire que les données des industriels ne sont pas un plus, elles sont juste vitales à l'équilibre de l'écosystème. Nous n'avons pas attendu d'ailleurs l'ouverture du débat sur la big data pour créer la notion de données partagées. Je vais citer 2-3 exemples. Là encore, un des plus anciens dans le domaine économique, certains s'en souviennent peut-être, mais il y a plus de 30 ans a été créé un GIE qui s'appelle le GERS, qui est là pour partager déjà des données économiques qui servent aujourd'hui de référence. Donc ça a été la big data avant la big data. Nous avons participé de façon, et Dominique le sait bien, nous avons participé de façon extrêmement active à l'évolution de la pharmacovigilance et de la qualité de la pharmacovigilance. Les données ICH4 européennes ne sont pas des données qui ont été créées sans les industriels, mais par les industriels. Les plans de gestion de risque sont en soi des éléments de données partagés. Aujourd'hui, le LEM a créé des bases de données qu'elle partage avec les autorités et qui servent de référence même pour les autorités. Je pense par exemple à la donnée OSCAR sur les durées d'obtention des AMM ou des dossiers de transparence ou des dossiers économiques. Je pense à la donnée qu'on va générer en créant tout récemment la base dite innovation qui permettra à la collectivité et également aux différentes agences de prévoir l'arrivée des innovations de rupture en fonction de paramètres qui sont des paramètres scientifiques durs. Donc nous sommes en permanence dans la création de cette notion de base de données que l'on partage pour avoir finalement être un contributeur responsable à l'équilibre de l'écosystème. Et pour répondre à Dominique très rapidement,
Sur les ruptures d'approvisionnement, bien sûr, nous y travaillons et nous y travaillons d'arrache-pied. C'est un problème qui est complexe. Je veux saluer d'abord le travail qui a été fait par le Conseil de l'ordre des pharmaciens avec la création du DP Rupture. Ça a été une avancée considérable dans la prévention des données relatives au risque de rupture. Le LEM travaille sur également la gestion des lignes et sur la capacité que nous avons à prévenir justement ces situations qui sont parfois liées aussi à des exportations parallèles, vous le savez. Il nous faut résoudre aussi quelques problèmes législatifs qui ne sont toujours pas résolus. Je pense ici au prix à l'export. Et puis sur le mésusage, certes, on pourrait contribuer encore plus à faire en sorte que vous ayez une meilleure visibilité sur l'usage. Je rappelle simplement que quand dans le mot mésusage, il y a le mot usage, et que l'usage, ce n'est pas les industriels qui usent de leurs propres médicaments. Et que là, il nous faut probablement nous rassembler avec les professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens, et voir comment on regarde cela. Ce n'est pas une affaire du LEM, c'est une affaire qui est beaucoup plus collective et qui est par conséquent beaucoup plus complexe. Juste un point, et j'espère qu'on va en débattre, c'est avant de se demander de quoi pourrait-on se doter, cher Dominique Martin, j'aimerais bien qu'on réponde à la question « pourquoi faire ?» Et je trouve qu'on a une fâcheuse tendance avec ces histoires de données à mettre la charrue avant les bœufs et ne jamais répondre à la question essentielle, c'est quoi l'objectif ? Très bien. Alors, je propose que nous poursuivions et on va reprendre un certain nombre de ces points. Et je vais donner la parole à Françoise Grossetête. Alors, en définitive, on a évoqué ces quelques difficultés, en particulier ce qu'a dit Alexandre Conroy, mais aussi sur des points techniques. Mais il y a aussi un certain nombre de points qui sont d'ordre réglementaire. Alors, en définitive, au niveau européen, quelle est l'ambiance ? Est-ce qu'on est dans une situation où réellement ces évolutions que nous évoquons ici depuis ce matin sont prises en compte, ou est-ce qu'on est encore dans une vision que je dirais assez conservatrice de l'utilisation de ces différentes données ? Je dirais qu'au sein du Parlement européen, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de faire évoluer la législation compte tenu de l'évolution des pratiques qui sont utilisées dans le domaine de la santé. Et la numérisation, les objets de santé connectés, tout ceci fait que le législateur doit absolument aborder ces questions-là. Et quand on a le titre de cette table ronde, « Les données des industriels sont-elles un plus ?» C'est évident. Enfin, je vous ai entendu, on ne devrait même pas se poser la question. Elles sont indispensables, mais une fois qu'on a dit ça, cela induit un certain nombre de questions. Des questions concernant la protection des données privées, concernant donc la protection des données du patient, et puis aussi, bien sûr, la protection commerciale, la protection de l'industrie, si on veut continuer de favoriser la recherche médicale et inciter à l'innovation. Donc là, on se retrouve vraiment avec dans une recherche, en somme, de l'équilibre entre, d'une part, la protection des patients, la protection des données privées et la protection commerciale. On a besoin, certes, de transmettre, on a besoin de transparence, on a besoin de transmettre ces données, mais bien évidemment, protéger la recherche médicale et l'innovation, en même temps protéger les patients. On verra, je pense que si on rentre un peu plus dans le détail, on verra tout à l'heure que dans certains cas, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, effectivement, nous, législateurs, nous nous préoccupons de cela. On est en train de travailler. On a un certain nombre de textes en ce moment qui sont en cours et qui concernent ces questions. Merci. Alors, vous avez prononcé un mot qui est le mot transparence. C'était la première fois qu'on le prononçait cet après-midi. Et je voudrais me tourner de nouveau vers Patrick Erard. Il a cité le GERS. Alors, c'est en effet un très bon exemple. Mais est-ce qu'en définitive, les industriels sont prêts à partager les données du GERS ou du DOREMA dans les indications, la réalité des indications? Parce qu'il me semble que dans les questions posées par Dominique Martin, il y avait toutes ces questions de mésusage. Or, il y a des chiffres, donc des chiffres qui ne sont pas obligatoirement connus des pouvoirs publics, ainsi que éventuellement des indications en RAMM qui apparaissent dans un certain nombre des panels qu'a l'industrie, mais qui ne sont pas obligatoirement mis à disposition des pouvoirs publics. Non, d'abord, les données qui sont fournies dans ce type de panel, alors en l'occurrence, ça n'est pas un panel, puisque les données GERS sont des données qui sont exhaustives, et c'est d'ailleurs là leur particularisme
par rapport à d'autres données qui sont commercialisées par des entreprises privées. Mais le sujet, il n'est pas là. C'est que si l'on veut travailler sur un objectif partagé entre les agences et les industriels, qui touche non pas au selling out, c'est-à-dire à la délivrance de la boîte derrière le comptoir, mais à la question qui est plus en amont, c'est-à-dire dans quelle indication, dans quelles circonstances a été prescrit le produit et a-t-on fait courir ou pas un risque aux patients dans tel ou tel type d'utilisation, ça pose une méthodologie, ça pose la question d'une méthodologie probablement différente. Et ce n'est peut-être pas à travers ce type d'outils qu'on pourra y répondre. Là, en l'occurrence, la transparence, moi je veux bien, mais la transparence, elle suppose qu'il y ait une véritable nomenclature, si je puis dire, de la prescription et de la capacité à identifier le lien qu'il y a entre la prescription et la situation du malade. Ah oui, mais alors si je dis ça, il y a un truc, si je réfléchis, je me gratte 2 secondes la tête, on ne va pas inventer une nouvelle machine. Elle existe déjà. Il suffit juste de frapper à la bonne porte. Et je ne sais pas s'il y a des gens de la CNAM, mais ils ont, avec la donnée SNIRAM, toutes ces données. Mais en disant ça, je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression que je suis hors sujet par rapport au débat, puisque c'était les données des industriels et moi, j'étais déjà dans la réciproque. Loïc Martin, un commentaire. Oui. Ce que dit Patrick, en fait, c'est que personne ne peut à soi seul, effectivement, fournir les données dont on a besoin. Et il a dit à juste titre, c'est quelles données pour quel besoin. Clairement, on a un problème en France. Enfin, moi, je voudrais juste rebondir sur le mésusage, qui n'est pas le seul sujet de la table ronde, mais c'est une vraie difficulté qu'on a et qui est une forme de spécificité française. C'est-à-dire que quand on compare la France avec ce qui se passe dans d'autres pays européens, on est dans une situation où on a globalement plus de mésusages en France que dans d'autres pays. Alors, je dis globalement, il faut regarder évidemment au cas par cas, mais c'est quand même une tendance assez forte. Et quand vous faites de l'évaluation du rapport bénéfice-risque à Londres et que tout va bien, mais que vous importez ça dans un pays où il y a beaucoup de mésusages, vous n'apportez aucune amélioration au bénéfice. Par contre, vous dégradez complètement votre partie risque et vous changez complètement le bénéfice-risque. Et donc, cette nécessité d'arriver à savoir comment sont utilisés, in fine, les médicaments, à la fois par le prescripteur, mais également par l'usager, sont des données qui sont absolument importantes. Il y a une part, enfin, ça relève de l'obligation des industriels que de travailler là-dessus. Ça fait partie des obligations, à travers notamment effectivement tous les mécanismes de PV. Mais les industriels seuls ne peuvent pas tous, c'est évident. Mais il n'empêche qu'on a besoin des informations des industriels. On a besoin d'approfondir, et c'est ce que nous travaillons avec le LEM actuellement. On a besoin d'approfondir cette approche du mésusage dans notre pays, parce que si on ne travaille pas sur le mésusage en France, on aura toujours un problème de iatrogénie très élevé. Très bien. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que dans les dispositifs médicaux, vous aviez peu d'informations. Alors pouvez-vous préciser un petit peu votre pensée et on demandera à Alexandre Conroy de réagir à vos propos. Oui. Alors le dispositif médical, c'est un tout autre monde. Autant le monde du médicament, il est extrêmement encadré, autant le monde du dispositif médical, en tout cas du point de vue des régulateurs, l'est beaucoup moins. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Le monde industriel lui-même est très diversifié. On a de grandes entreprises et des micro-entreprises. Il y a moins de contrôle, il y a toute une interrogation sur les organismes de notification. Enfin, il y a énormément d'interrogations. Il y a plus de 2 millions, au moins, si ce n'est plus, voire 3 millions de dispositifs médicaux circulant sur le territoire. C'est beaucoup plus que 11 000 spécialités. Voilà, il y a beaucoup de raisons qui font que ce monde est complexe et il est dangereux. Alors, pas tout, bien entendu. Les lunettes, c'est un dispositif médical, c'est pas particulièrement dangereux, mais les dispositifs implantables, oui. Et donc, on a un vrai problème sur cette question-là. Et aujourd'hui, on manque d'informations pour les raisons que j'ai évoquées, parce que c'est un monde complexe à approcher pour une agence comme la nôtre. Et heureusement, le règlement européen qui se profile donc, pour les années qui viennent va permettre de renforcer considérablement en rapprochant au moins en partie, en faisant une partie du chemin vers le médicament. Il n'y aura pas d'autorisation de mise sur le marché, mais il y aura la nécessité de transmettre des rapports périodiques,
qu'il y aura un renforcement sur les obligations, un renforcement de contrôle sur les organismes notifiés, etc. Et donc, on attend beaucoup de ce règlement de façon à ce qu'on puisse avoir un meilleur contrôle de cet environnement très complexe, et complexe par ailleurs, ça a été évoqué, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux dispositifs. Les dispositifs médicaux ont une demi-vie extrêmement courte d'un point de vue industriel, hein, ça tourne très très vite. Pour autant, quand vous avez un dispositif implanté dans le cœur, vous l'avez pour le reste de votre vie. Et donc, il y a cette difficulté particulière également qui doit être traitée. Très bien. Alexandre Conroy, commentaire. Je ne contredirai pas Dominique Martin sur l'extrême diversité, le foisonnement des dispositifs médicaux et je dirais diagnostics existants. C'est à la fois une richesse, mais c'est une vraie complexité du point de vue du régulateur. Je pense qu'on entendra Françoise Grossetête sur l'évolution de la réglementation européenne, que je vais vous dire, j'attends de tout cœur. Je pense en effet que pour la sécurité du système sanitaire, je ne défends peut-être pas l'ensemble de l'industrie et je parle en mon nom personnel, mais une meilleure régulation plus stricte du monde du dispositif médical en général est extrêmement souhaitable. Et je pense que les gens sérieux n'ont rien à y perdre. Et ça évitera peut-être d'ailleurs certaines importations qui passent par des pays de l'Est avec d'un marquage CE de qualité douteuse d'arriver sur notre marché. Et j'applaudis à l'avance de mes deux mains et mes deux pieds si je pouvais. Donc ça, c'est pour l'aspect réglementaire. Je pense que si on revient sur le sujet qui est quand même lié aux données, il y a une perspective un petit peu particulière qui est aussi quelle est la définition d'un dispositif médical entre, je ne sais pas, les montres que j'ai vues chez certains des orateurs à l'écran. Est-ce que c'est un dispositif médical ou pas? Et je pense que de ce point de vue-là, il va y avoir vraiment un travail à faire de définition pour savoir à partir de quel moment un objet qui vous fournit des données de diagnostic, alors si c'est votre nombre de pas, je pense que ça ne sera pas considéré comme un dispositif médical. Après, si c'est votre glucose ou votre glycémie, ça peut très sérieusement influencer votre comportement et vos paramètres cliniques selon ce que vous en faites. Donc je pense que là, il y a un vrai travail à faire. Il faut faire attention. J'ai beaucoup aimé la distinction entre le principe de précaution et les principes de prudence. Et je vais dévier sur un autre sujet qui est important aussi dans le domaine du dispositif médical et des objets connectés, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est celui de la cybersécurité. C'est-à-dire que c'est un sujet qui n'est pas encore arrivé en Europe, mais je pense qu'il va arriver. C'est un souci majeur aux États-Unis au niveau hospitalier déjà, la sécurité des systèmes d'information et évidemment lorsqu'on parle d'objets connectés, si ces données sont accessibles, évidemment, on va avoir des problèmes de cybersécurité. Et je reviendrai peut-être sur notre point de vue sur ce sujet-là. Très bien, on reviendra sur ça ultérieurement. Alors, Françoise Grossetête, ce monde touffu des dispositifs médicaux, plusieurs millions, des innovations, des évolutions très rapides. Oui. Alors, comment gérer cette situation ? Et aussi à partir du fait également que les dossiers des dispositifs médicaux pour le marquage CE n'ont rien à voir avec les dossiers du médicament. Et il ne faut pas qu'ils aient à voir avec le médicament parce que sans ça, c'est la mort de l'industrie du dispositif médical. Alors comment trouver un équilibre et récupérer malgré tout des données venant des industriels utiles pour les pouvoirs publics, mais sans tuer l'innovation? Oui, alors sur les dispositifs médicaux, mais on pourra citer d'autres exemples. Hein, l'exemple des essais cliniques, par exemple. Je pense que c'est important au niveau justement de cette information sur les données. Sur les dispositifs médicaux, si on n'a pas décidé une AMM pour les dispositifs médicaux, je peux vous dire qu'on a eu des discussions longues au sein du Parlement européen sur cette question. Certains voulaient absolument qu'on ait une AMM. On nous a fait comprendre que l'AMM pour les dispositifs médicaux était véritablement un frein à l'innovation. Alors, ce qui fait qu'on fait vraiment un classement, une hiérarchie, forcément, des dispositifs médicaux, en distinguant ceux qui sont implantables, invasifs, et donc pour lesquels il faut assurer la plus grande sécurité pour le patient, et ceux qui le sont beaucoup moins quand il s'agit de pansements, de lunettes, de béquilles ou toute autre chose. Donc là, on est très conscient de cela. Alors, c'est vrai que la transmission des données, là, dans ce cas-là, elle est indispensable.
Mais il faut, nous, ce que l'on demande, c'est une traçabilité, en somme, pour certains dispositifs médicaux. Et on a un point de divergence important qui n'est pas encore résolu au sein du Parlement, qui m'inquiète, je dois vous l'avouer, c'est qu'il y a une pression allemande très forte pour accepter le recyclage de ces dispositifs médicaux. Et on le sait pourquoi. Il y a une entreprise extrêmement importante en Allemagne qui a tout intérêt, bien sûr, à ce que ce recyclage des dispositifs médicaux soit autorisé. Là, c'est un vrai combat que nous menons. Pour essayer de contrecarrer tout cela, nous voulons imposer justement une traçabilité du dispositif, incluant la responsabilité de chacun tout au long de la chaîne qui concerne le dispositif médical, pour que l'on puisse retrouver le plus rapidement possible, et qu'on ait toutes les informations, qu'on puisse retrouver le plus rapidement possible ces données concernant tel ou tel dispositif. On est en pleine discussion là-dessus. C'est pas encore définitivement résolu, mais je crains que la pression allemande... que nous n'arrivions pas, ne soyons pas suffisamment forts. S'il vous plaît, non. Non, mais je le dis, ici je ne vais rien cacher. C'est difficile, on se bat. Bon, c'est une question de majorité, parfois ça passe à quelques voix près, donc essayons de convaincre le plus grand nombre. Très bien. Alors on va revenir directement au sujet. Vous avez évoqué la question des essais cliniques, je voudrais qu'on y vienne, et sur la transparence des informations relatives aux essais cliniques. Alors peut-être on pourrait donner la parole à Patrick Erard. Patrick, il y a eu beaucoup de discussions sur ces sujets, les industriels ont travaillé et il y a eu des prises de position qui ont permis d'avancer. Alors peut-être absolument. serait-il Donc, possible d'avoir on des renvoie à détails sur janvier ça. 14, on est à l'EFPIA et il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour avancer sur ce sujet. Notamment sur la capacité maintenant qu'on a à s'engager sur la communication aux chercheurs qui en font la demande, et ce à des fins de recherche, les résultats des études cliniques, de les rendre publics dès lors qu'ils font l'objet de rapports et de résumés, de communiquer aux patients impliqués les résultats des essais dans lesquels ils ont été enrôlés, de publier bien évidemment les résultats positifs et les résultats négatifs. Ces éléments ont été, je le résume ici de façon très, très courte, actés dans les engagements collectifs. Là encore, il y a un objectif de transparence et il y a un objectif également de proposer, si je puis dire, les bases qui justement permettent de mieux définir ce que sera le juste usage et éventuellement l'usage inapproprié. Problème d'ailleurs qui, je dis à Dominique, qui va petit à petit s'inverser, c'est-à-dire qu'il s'inquiétait effectivement du mésusage ou de la question du bon usage par rapport aux données dont on dispose. Mais avec le développement de la médecine personnalisée, avec le développement par exemple en cancérologie des anticorps monoclonaux dotés de biomarqueurs compagnons, la question du juste usage va devenir presque une question obsolète, puisque, a priori, vous aurez la cartographie qui vous définira l'usage juste. Et c'est d'ailleurs là la valeur ajoutée de cette médecine personnalisée. C'est là où, d'ailleurs, elle représente une innovation de rupture majeure qui change y compris le paradigme de la surveillance, si je puis dire, des données qui sont autour de ces médicaments-là. C'est aussi pour ça qu'ils ont une valeur pour la vie, bien sûr, et une valeur économique qui n'est pas contestable. Et donc, il faut qu'on arrive aussi à faire évoluer la question de la transparence des données et la question de la transparence de l'usage que l'on fait des médicaments à partir des données dont on dispose, vers le paradigme de la nouvelle médecine, celle que nous proposons, non pas pour demain, mais dès aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a des anticorps monoclonaux, des produits qui sont en train d'être enregistrés, qui sont des innovations majeures, qui vont bouleverser le pronostic de maladies aujourd'hui mortelles. Donc il faut qu'on intègre ça aussi dans la question du traitement des données et de ce que l'on demande aux industriels. Ça serait quand même dommage de leur demander de monter des systèmes de suivi ou de surveillance qui soient obsolètes dans 2 ou 3 ans. Donc ces éléments-là, cette articulation-là par rapport à l'innovation, il faut vraiment en tenir compte.
Merci. Dominique Martin, commentaire sur ce que vient de dire Patrick Erard. Alors, c'est en partie vrai. Je suis assez largement en accord avec Patrick, mais autant l'évolution ça y est là, autant ça va se développer sans doute assez rapidement, autant on va avoir une coexistence quand même de cette effectivement médecine moderne, très personnalisée, très particulière, et qui, moi, me pose pas de problème. Enfin, c'est d'ailleurs l'amont en général ne pose pas énormément de problèmes. On va avoir coexistence en fait de ces nouvelles thérapeutiques avec quand même les anciennes thérapeutiques. Et finalement, nous, le problème principal en termes d'information, c'est pas tant le problème d'amont, les informations à partir des essais cliniques, les informations sur les médicaments nouveaux. Ça, on est relativement bien adapté, je dirais collectivement, pour détecter les signaux et arriver à les traiter. Ce qui est le plus préoccupant, c'est quand on a 11 000 spécialités, dont beaucoup sont très anciennes et ne sont pas prêtes de disparaître du marché, c'est la capacité à détecter des signaux sur des produits anciens et très courants et très couramment utilisés. Et c'est plus là, finalement, qu'est notre problème en termes d'information et d'information dont on a besoin aussi des industriels. Ce que je veux dire à Patrick, c'est qu'il ne faut pas abandonner, on a tout à fait confiance dans ce qui se présente, mais il ne faut pas abandonner la fourniture et la délivrance d'informations qualitatives et ciblées, je suis d'accord, avec une finalité, y compris sur les molécules anciennes. Je rappelle juste que les grands problèmes qu'on a connus ces derniers temps sont plutôt sur des molécules anciennes que sur des molécules récentes. Alors, Alexandre Conroy voudrait réagir. Ensuite, je poserai une question à Patrick Erard. Alexandre Conroy. Je pense qu'il ne faut pas forcément résumer ce débat simplement à l'aspect du médicament, d'une part. Et je pense que vous avez commencé en disant que vous avez énormément de données, mais que malheureusement, on ne sait pas forcément comment les utiliser. Et donc, je vais revenir à un thème qui me paraît important. C'est que, d'une part, certainement, il faut assurer les aspects de protection des données, c'est prendre en compte l'aspect inquiétant, mais il y a vraiment un aspect palpitant dont on a parlé ce matin, qui est vraiment tout ce que peuvent apporter les données des industriels. Ce qu'on peut peut-être apporter, dont on n'a pas parlé, c'est aider le système sanitaire à mettre en ordre ces informations. Pas forcément des sociétés d'ailleurs du dispositif médical ou du diagnostic, peut-être d'autres sociétés dans le domaine des logiciels. Et je pense qu'on peut aider en ayant un tout petit peu de vision pour le système sanitaire, à mettre en ordre, à enlever ou à défragmenter les silos d'informations qui existent. Il y a quand même eu beaucoup d'évolutions technologiques qui permettent aujourd'hui, avec un tout petit peu de vision à 5 ans et à 10 ans, et avec des investissements, résoudre les problèmes de silos d'informations qui existent aujourd'hui. Et ça permettra quand même d'obtenir des informations qui seront utiles à la fois aux établissements eux-mêmes et aux autorités de santé. Ça, c'est le côté palpitant. Après, il y a le côté inquiétant. Patrick Erard, sur la question de Dominique Martin relative aux médicaments anciens, comment gérer cette situation qui est quand même très difficile, surtout en particulier pour des produits qui sont génériqués? Le laboratoire Princeps, c'est lui en général qui a l'information. Les génériqueurs considèrent que ce n'est pas leur problème. Ils ne fournissent pratiquement aucune information. Comment gérer cette difficulté ? En se posant les bonnes questions, c'est-à-dire déjà en se demandant pourquoi, après tant d'années, on découvre une dérive éventuelle d'abord de l'utilisation du produit vers des indications ou vers des utilisations qui n'étaient pas forcément celles-là 5 ou 10 ans ou 20 ans avant. Et peut-être qu'en se posant cette question, on peut prévoir aussi cette éventuelle dérive. Et il y a parfois des dénominateurs communs aussi simples que le déremboursement, peut-être pas forcément très heureux, d'une classe de médicaments qui voit du coup la déportation, si je puis dire, de la prescription se faire vers une autre classe. Je ne veux pas citer d'exemple, mais il y en a un récent pour lequel j'invite Dominique à se poser les bonnes questions aussi. Et on verra mécaniquement, à partir du moment où vous déplacez des usages de produits qui ne sont plus remboursés ou plus utilisés pour des questions économiques vers d'autres classes thérapeutiques, vous voyez mécaniquement apparaître des signaux faibles que vous ne voyiez pas arriver avant. Donc déjà, ça pose peut-être la question de savoir est-ce que le déremboursement est une bonne arme de gestion du bon usage ou de la pharmacovigilance des produits. Ma réponse est très claire, c'est non. Je pense que même on fait plus de bêtises que de bien. L'autre question, c'est aussi d'avoir avec la NSM un objectif partagé de ce que l'on veut surveiller. On ne peut pas tout surveiller, c'est pareil, hein, c'est comme n'importe quelle lutte contre les effets iatrogènes. Il faut quand même peut-être se concentrer vers ce qui a l'incidence ou la prévalence la plus élevée.
Et après, bon, mon Dieu, il faut accepter que la vie, c'est pas 100% de sécurité partout. Mais il y a des choses qui sont plus à risque que d'autres. Donc, mettons-nous d'accord sur ce qu'on veut surveiller et concentrons notre énergie peut-être sur des objectifs partagés plutôt que de faire encore une fois les choses à l'envers, c'est-à-dire mettre en place un système en pensant à tort qu'il détectera tout. Ça, je n'y crois pas du tout. Bien, alors je vous propose qu'on change un peu de sujet et qu'on revienne à la protection des données. Alors, c'est un point qui est tout à fait fondamental et je vais d'abord donner la parole à Alexandre Conroy parce qu'il pourrait me dire les données qu'il a sont des données agrégées, hein, et donc essentiellement. Donc, comment, en définitive, vous réagissez, comment vous traitez ces données et quelles interfaces vous souhaitez pouvoir avoir pour pouvoir considérer que vous faites votre travail correctement. Et ensuite, on demandera peut-être d'abord à Dominique Martin comment il voit cette question, et ensuite à Françoise Grossetête, qui, elle, est là, pourra un peu faire le wrap-up sur ce sujet. Alors, je n'ai aucune prétention d'être un as de la technologie. Simplement, évidemment, les données que nous collectons auprès des hôpitaux sont des données qui sont anonymisées et dépersonnalisées. Alors, ce n'est pas une garantie absolue, c'est bien ça tout le débat. Et c'est pour ça que je revenais à la distinction entre le principe de précaution et le principe de prudence. Et je reviens au thème de la cybersécurité d'ailleurs. Il y a des guidelines de la FDA, puisque, pour être très très clair, il y a eu un incident assez important aux États-Unis où des pompes à perfusion ont été hackées. Et donc, suite à ça, la FDA a réagi, a émis des guidelines sur la responsabilité des fabricants de dispositifs médicaux quant à la sécurité de leur logiciel. Ce qui me paraît très bien. Ce sont des guidelines, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une régulation, c'est juste des guidelines. Et ça établit un certain nombre de règles. Il faut faire attention, la protection des données, c'est comme la protection de vos biens, elle n'est pas absolue. On a tous tendance à penser que dès que j'ai une fuite, quelqu'un a fait quelque chose de mal. Si vous pouvez éviter de vous faire voler de votre voiture, vous me le dites. Malheureusement, on ne peut pas forcément, et aujourd'hui les hackers rentrent partout, c'est la réalité. Donc ce qui est important, c'est de développer des moyens et de mettre tous les moyens possibles en œuvre pour éviter ça. Donc fermer les portes, crypter les données, et c'est de ce genre de responsabilité dont je pense qu'ils font partie de la responsabilité des industriels pour soit anonymiser les données, soit faire qu'elles ne soient pas transmises de façon négligente. Donc voilà un petit peu, je dirais, la position d'un industriel par rapport à ces obligations qui me paraissent tout à fait légitimes. Il y a d'autres obligations qui sont des obligations d'hébergement national. Il faut faire attention peut-être à ce que par la régulation, on ne transforme pas l'Europe des objets connectés dans l'Europe des OGM, parce qu'on manquerait peut-être une nouvelle révolution. Et ça, donc il faut trouver le juste milieu entre la protection et l'innovation. Voilà. Dominique Martin, votre commentaire sur ce sujet important? Alors, à la NSM, on n'est pas particulièrement compétent sur la problématique de la protection des données personnelles, sauf qu'on y est confronté nous-mêmes, évidemment, étant amené à traiter des bases de données très importantes. Notamment, nous travaillons sur le SNIRAM, par exemple, qui est une base de données, évidemment, majeure en France. Et que le sujet, c'est de trouver le bon équilibre entre, évidemment, la protection des données individuelles et l'accès, malgré tout, à des informations. Moi, je trouve qu'en France, plutôt globalement, on y arrive bien. C'est-à-dire que l'équilibre est correct. On a la chance d'avoir la CNIL, qui est un organisme qui est quand même tout à fait performant, avec des équipes notamment juridiques et techniques très, très pointues. Et donc, moi, je trouve qu'on a cet équilibre-là. On n'a pas, nous, de difficultés dans notre pratique à nous de régulateurs pour avoir accès aux données. Mais simplement, on n'est pas encore tout à fait dans le monde, à la NSM, on n'est pas encore tout à fait dans le monde qui vient d'être décrit. C'est-à-dire dans ce monde complètement nouveau où les choses deviennent évidemment de plus en plus compliquées. On le voit dans d'autres environnements ces jours-ci, ça devient vite, on est vite sur des choses compliquées. C'est plutôt le développement, et en particulier les objets connectés, vont vite poser des problèmes. Hein. À mon avis d'ailleurs, pas simplement des problèmes de protection des données individuelles, mais des problèmes d'atteinte aux libertés individuelles. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors là, c'est pas le directeur de la NSM, hein, mais l'idée en tant que citoyen d'être contrôlé par je ne sais quoi, ça m'horripile totalement. Mais c'est une autre idée. Hein. Quelqu'un qui a une maladie chronique, je peux l'entendre, mais avoir des systèmes de contrôle permanent dans la vie quotidienne qui contrôlent votre tension, votre glycémie, votre je sais pas quoi, c'est absolument insupportable comme idée, je trouve. Mais ça, c'est une autre affaire. Bien, alors vous auriez dû être là ce matin, on en a parlé. Alors, Françoise, comment trouver un équilibre? Alors justement,
on a une législation qui est en cours sur la protection des données privées. Je l'ai juste cité tout à l'heure. On est en négociation en ce moment en trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne. Le sujet, il est particulièrement sensible au sein du Parlement européen parce que le législateur que nous sommes, nous avons besoin d'une part de protéger le citoyen, parce que vous venez justement de dire les risques encourus par les citoyens. Donc, protéger le citoyen, protéger le patient, mais ne pas avoir une réglementation qui aille trop loin, vous l'avez très bien suggéré, qui aille trop loin ou qui soit complètement très négative dans ses conséquences, qui crée tellement soit de la bureaucratie, soit qui soit véritablement un frein à l'innovation. C'est un peu la quadrature du cercle. Mais oui, exactement. C'est la quadrature du cercle. Alors, dans ce règlement sur la protection des données privées, il est prévu, dans le domaine, ce règlement a un champ d'application large puisqu'il concerne aussi la recherche médicale. C'est pour ça que j'en parle. Et il est prévu que la transmission des données ne puisse se faire qu'avec le consentement du patient. Et là, on a une discussion qui est véritablement pointue. Parce que la Commission européenne avait fait une proposition qui était assez, assez satisfaisante. Et puis le Parlement, c'est le Parlement européen qui a durci. Et moi, je ne suis pas favorable, je ne suis pas d'accord avec la position majoritaire du Parlement européen. Le Parlement européen a durci ses positions en disant que le consentement du patient devait être donné à chaque fois qu'on allait utiliser les données le concernant. Vous imaginez la lourdeur du système. Là, on tue effectivement l'innovation et la recherche médicale. Donc ça, c'est une catastrophe. Donc dans les discussions en trilogue avec le Conseil, c'est un point dur. Et le Conseil, lui, a une position beaucoup plus souple en disant que s'il y a un intérêt public élevé, on ne doit pas avoir à redemander le consentement au patient. Moi, je suis favorable à ce qu'on ait une seule demande unique, une demande unique au patient. On l'informe, il doit être informé dans de bonnes conditions. Et une fois qu'il a donné son consentement, c'est fait, on n'y revient pas. Donc là, le Conseil, lui, envisage d'avoir un consentement qu'on ne redemanderait pas dans la mesure où il y aurait donc un intérêt public élevé. Maintenant, il faut définir ce qu'est l'intérêt public élevé. Et ça, moi, je n'ai pas encore la réponse. Alors, donc nous voilà pas les de discussions. Réponse. Donc malheureusement, on est dans une situation qui n'est pas particulièrement simple et on ne voit pas que l'Europe soit encore bien placée par rapport aux États-Unis. Alors, oui. Juste, nous avons encore 3 minutes. Je voudrais juste vous demander, en 30 secondes chacun, si vous aviez 2 vœux à formuler pour améliorer la situation, ce que vous proposerez. Alors, Dominique Martin. Vous avez 30 secondes. 30 secondes. Je pense qu'il faut intégrer dans toutes nos réflexions, il faut intégrer les patients. Et je pense que c'est absolument indispensable. Et ce n'est pas une vision comme ça juste généreuse, ou c'est une vision utilitariste du patient, si j'ose dire. Le patient est indispensable dans la chaîne d'information. Oui, je pense que c'est un point tout à fait fondamental et qu'au niveau européen, ce serait tout à fait utile. Bien sûr. Moi, ce que je souhaite, c'est que vraiment, on aille de l'avant. Vous savez, on est très, très concerné par cette évolution dans le domaine de la santé. Et tout ce qui est e-santé, tout ce qui est big data, etc., ce sont des questions essentielles. Et donc, nous avons à les prendre en compte, à tout faire pour aller quand même le plus vite possible. Moi, j'avais eu des regrets dans la législation sur les soins de santé transfrontaliers. Je voulais absolument qu'il y ait un article concernant la e-santé. Malheureusement, il y avait tel frein chez les États membres qu'il a fallu trouver une astuce pour rédiger les choses en faisant comprendre qu'on y pensait, mais qu'on n'imposait rien. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Il faut absolument travailler en synergie
pays, non seulement avec les industriels, mais véritablement tous les États membres, parce qu'il faut quand même savoir, même si la France, elle, est plutôt en avance dans certains domaines, nous sommes 28 États membres qui ne marchent pas à la même vitesse. Et cela, il faut le prendre en compte. Donc, allez vite, mais bien, parce que c'est absolument indispensable dans l'intérêt du citoyen. Alexandre Conroy. Oui, alors je reviendrai sur un sujet qui est un tout petit peu technique, mais je crois est extrêmement important. C'est si on veut obtenir tous les bénéfices des données existantes, en assurant qu'elles soient protégées, je pense qu'on a intérêt à réfléchir au niveau de l'ensemble du système de soins et au-delà du dossier médical, à moyen terme et à long terme, comment on va assurer l'interopérabilité des systèmes, comment on va interfacer au niveau des groupements hospitaliers territoriaux, les différents systèmes, pour qu'on puisse en tirer bénéfice. Je pense qu'on est très loin de cela et qu'on a besoin, en France, pour bénéficier des bénéfices de la technologie, de cette vision. Et puis j'ai une deuxième requête, elle est très rapide, c'est à Françoise Grossetête de maintenir sa position au Parlement européen. Très bien. Patrick Erard. Un veut mettre les acteurs de santé autour de la table pour créer les objectifs de ces bases de données partagées, les rassembler les gens, voilà, pas nous diviser. Ce pays va crever de cette obsession qui est toujours de nous cliver. Et alors un rêve, parce que je sais plus ce qu'un veut, un rêve, inventer la vraie base de données de l'efficience du système de soins. Peut-être que alors on convaincrait enfin d'arrêter la comptabilité scélérate de la gestion du système de soins. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci beaucoup.